Bon, c'est la rentrée de CDDM. Pour commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2026 et j'espère qu'on pourra parler tranquillement de pays qu'on ne connaît pas trop et qu'un événement international majeur ne viendra pas monopoliser l'actualité dès le début de cette nouvelle année. Les États-Unis ont lancé une attaque contre le Venezuela le 3 janvier et ont enlevé le président Nicolás Maduro. Ouais, bon, la vidéo sur l'indépendance de Bougainville, c'est pas pour aujourd'hui. On avait déjà fait un épisode de CDDM sur le Venezuela en novembre dernier, un épisode qui présentait les enjeux autour du pays, donc je vous invite à le regarder aussi. Mais aussi parce que s'il veut faire tomber Maduro, il a d'autres leviers, comme la CIA, puisqu'il a annoncé avoir autorisé les opérations clandestines de cette agence gouvernementale au Venezuela. Globalement, pour suivre toute l'actu sur l'actu nationale et internationale, le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne YouTube de Blast, la cloche, tout ça. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode, on va davantage se concentrer sur les raisons et les conséquences de cette opération au Venezuela pour l'ordre international. Alors comment Trump a-t-il fait kidnapper le dirigeant d'un État souverain sous de faux prétextes? Quelles conséquences aura cet acte? Et est-ce que l'impérialisme c'est pas vachement plus sympa quand c'est fait par nos alliés? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Dans le précédent CDDM sur le Venezuela, j'avais fait mon introduction sur le site Polymarket, un site qui incite les gens à parier sur toutes sortes d'événements, y compris la guerre contre Caracas. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des accusations de délit d'initié parce que des gens se sont enrichis en pariant sur l'enlèvement de Maduro quelques heures avant qu'il ne se produise. Comme par hasard. Je trouve que c'est une bonne illustration du cynisme derrière cet enlèvement, un enlèvement salué par Donald Trump comme une géniale opération militaire. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. Une opération racontée avec force détail par plein de médias. On peut lire dans BFM que l'armée était prête depuis décembre et que la mission a nécessité des mois de planification et de répétitions minutieuses. Les forces américaines ont même construit une réplique de la maison où séjournait Nicolás Maduro. On a également appris que le président vénézuélien était surveillé quotidiennement par des drones furtifs, mais aussi que, selon des sources interrogées par Reuters et le New York Times, la CIA aurait également disposé d'une taupe au sein du gouvernement vénézuélien, chargé de surveiller les déplacements du chef d'État. Pour faciliter l'enlèvement du président et de son épouse Cilia Flores, 150 avions et hélicoptères ont été mobilisés pour bombarder les installations militaires de la capitale vénézuélienne, faisant selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur vénézuélien une centaine de morts, parmi lesquels des militaires vénézuéliens et cubains, mais aussi au moins 2 victimes civiles confirmées. La victime civile serait une habitante de la commune d'El Hatillo en bordure de la capitale vénézuélienne. Sa famille rapporte qu'elle a été atteinte par un missile alors qu'elle fuyait les frappes avec sa fille. La mort d'une autre femme a été signalée à Katia Lamar, à proximité directe de l'aéroport de Caracas. Selon sa famille, l'octogénaire aurait été tué dans une frappe ayant touché un immeuble de 3 étages. Suite à cette opération, Nicolás Maduro et sa femme ont ensuite été envoyés aux États-Unis afin d'être jugés, notamment pour narcotrafic. À peine arrivé sur le sol américain, Nicolás Maduro est escorté par des agents spéciaux. Le président vénézuélien est ensuite transporté par hélicoptère jusqu'à Manhattan, avant de rejoindre une prison de Brooklyn, dans laquelle il avance menotté. Voilà, si vous voulez davantage de détails, je vous renvoie au focus qu'on a fait sur le sujet sur Blast avec Franck Gaudichaud, professeur en histoire et études latino-américaines contemporaines à l'université Toulouse Jean Jaurès. La grande surprise, c'est qu'il n'y a eu aucune résistance de la part des forces armées bolivariennes. On a vu le survol des hélicoptères sur Caracas où ils se sont vraiment baladés, alors qu'il y a une défense antiaérienne normalement de pointe fournie par la Russie depuis plusieurs années. Donc là, évidemment, c'est pas qu'il y a eu une erreur tactique de l'armée. Il y a eu une défection, sûrement au sein du haut commandement de l'armée, et une trahison, des collaborations. Très vite, l'analyse de beaucoup de militants et de médias face à cette opération a été de dire qu'il s'agissait de la fin du droit international tel qu'on le connaissait. Interrogée par Libération, l'avocate de la FIDH, Clémence Bechtart, déclare « L'image renvoyée est totalement désastreuse. C'est un clou planté dans le cercueil du droit international. Mais c'est à l'image de la doctrine de Donald Trump, la loi du plus fort l'emporte. » Du côté des États aussi, il y a eu quelques condamnations, notamment un communiqué commun de l'Espagne et de 5 pays d'Amérique latine. Selon le texte commun, ces opérations violent les principes fondamentaux du droit international,
en particulier l'interdiction du recours à la force et le respect de la souveraineté territoriale établie dans la Charte des Nations Unies. Le communiqué souligne que ces actions constituent un précédent dangereux pour la paix et la sécurité dans la région, en plus de mettre directement en danger la population civile vénézuélienne. Cette intervention consacrerait donc la loi du plus fort comme règle des relations internationales. En conséquence, elle pourrait justifier d'autres agressions, comme l'explique Vladislav Lanovois, professeur de droit international à l'université Laval au Québec. Je ne serais pas étonné que la Chine puisse, demain, envahir Taïwan en faisant son calcul des coûts réels et des bénéfices, et en se disant que finalement, les États prennent des positions diplomatiquement correctes, sans vraiment en faire plus pour faire respecter le droit international. Donc voilà, cette attaque états-unienne, c'est un coup de tonnerre, un séisme, un cyclone de catégorie 5 ou n'importe quelle autre métaphore de catastrophe naturelle que vous trouverez appropriée. Mais la question qui se pose, c'est celle du pourquoi. Pourquoi une telle intervention militaire à ce moment ? On va mettre de côté tout de suite les accusations de narcotrafic concernant Maduro, des accusations qui de la vie générale sont assez farfelues, d'autant plus que le même Donald Trump a gracié en décembre dernier l'ex-président conservateur du Honduras qui purgeait une peine de prison de 45 ans aux États-Unis pour trafic de drogue. Are you taking me for a ham? Tu me prends pour un jambon? Non, les vraies raisons de l'opération, si on en croit le New York Times, c'est la danse. Les danses publiques régulières de M. Maduro ainsi que d'autres démonstrations de nonchalance ont aidé à persuader certains membres des équipes de Trump que le président vénézuélien se moquait d'eux, pensant qu'il bluffait à propos de l'intervention militaire. Bon, que ce gros bébé de Donald Trump ait décidé d'intervenir juste parce qu'il était vexé par des danses, j'y crois à 100%. Donc voilà, c'est à cause de la danse. Merci. Aux alentours de 4000 mètres de profondeur, sous l'effet de la chaleur, eh bien ces déchets organiques vont se transformer en gaz et en pétrole. Ah oui, le pétrole. Le Venezuela est le pays au monde qui possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées devant l'Arabie Saoudite et l'Iran, avec près de 300 milliards de barils. Pour vous donner un ordre d'idée, ça veut dire que si Elon Musk achetait un baril à $1 l'unité, il ne lui resterait que 400 milliards de dollars. Bon, mauvais exemple. Quoi qu'il en soit, ces gigantesques réserves ont été définies clairement comme un objectif par Trump. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Pour quel pays il veut faire de l'argent, ça c'est sûrement à clarifier. Mais il y a un peu plus de complexité qu'il n'y paraît à cette histoire de pétrole. Il faut savoir que les États-Unis sont déjà producteurs et même premiers exportateurs de pétrole au monde en 2024. Ils n'ont pas nécessairement besoin de la ressource en elle-même. Alors pourquoi cette rapacité ? Alors premièrement, il y a une forme de revanchisme. Trump l'a dit lui-même. We built Venezuela oil industry with American talent, drive and skill, and the socialist regime stole it from us during those previous administrations, and they stole it through force. Trump fait référence à la nationalisation de 1976 de l'industrie du pétrole vénézuélien par le président social-démocrate Carlos Andrés Pérez, puis au contrôle resserré des activités restantes des sociétés pétrolières étrangères mis en place par Hugo Chavez en 2007. On ne peut comprendre cette reprise en main de l'industrie pétrolière vénézuélienne qu'en se penchant sur l'histoire du pays, entre exploitation coloniale des ressources et complaisance de dictateurs au pouvoir avec les États-Unis, comme le rappelait Sunboy dans sa chronique sur Radio Nova. Sous la dictature de Juan Vicente Gómez, allié des capitalistes occidentaux, l'or noir redonne tout son sens au mot Eldorado. L'économie coloniale change de visage. On extrait toujours une ressource pour l'exporter, mais cette fois, l'extraction ne dépend même plus du travail des pauvres racisés. Ils ne verront jamais la couleur de cette richesse fragile, dépendante des prix du pétrole fixés à l'étranger. Dans un post sur les réseaux sociaux, l'économiste Gabriel Zucman a rappelé la manne financière que représentait cet or noir pour les États-Unis du XXe siècle. En 1957, au sommet de cet extractivisme transfrontière, les profits enregistrés par les majeures américaines au Venezuela sont du même ordre de grandeur que l'ensemble des bénéfices réalisés par toutes les multinationales américaines, tous secteurs confondus, dans tous les autres pays d'Amérique latine et tous les pays d'Europe continentale confondus. Au niveau mondial, l'opération des États-Unis s'inscrit donc dans un contexte de perte de cette hégémonie sur les transactions pétrolières. Le système du pétrodollar, mis en place dans les années 70, avait imposé la facturation du pétrole en dollars à de nombreux pays. Ce système du pétrodollar a créé une demande mondiale structurelle pour la monnaie américaine et soutenu durablement son hégémonie pendant 50 ans. Cette demande mondiale artificielle de dollars permettait aux USA de bénéficier d'une masse monétaire bien supérieure à ce qu'elle aurait eu normalement, via une immense dette de facto payée par les autres. Pourtant, récemment, des acteurs se sont émancipés de ce système. L'Arabie Saoudite n'est plus dans le pétrodollar et la Chine a lancé son pétro-yuan. Le Venezuela avait commencé à effectuer ses transactions pétrolières en yuan, en euros ou en roubles.
un danger pour la toute-puissance historique de la monnaie des États-Unis, un danger que Trump semble vouloir écarter avec cette intervention. Mais le souhait de Trump de revenir à cet âge d'or du pillage néocolonial est-il réalisable ? C'est pas si simple. Déjà, les compagnies pétrolières ne sont pas trop motivées pour revenir au Venezuela. L'envie de foncer au Venezuela tout de suite est assez basse. Nous n'avons aucune idée d'à quoi le gouvernement là-bas ressemblera, a déclaré une source bien placée de l'industrie à CNN lundi. Le désir du président est différent de celui de l'industrie. Et la Maison-Blanche l'aurait su s'ils avaient communiqué avec l'industrie avant l'opération de samedi. Alors il y a plusieurs explications à ce manque d'appétit capitaliste. En premier lieu, et Trump l'a lui-même évoqué, l'entreprise pétrolière d'État du Venezuela est en lambeaux à cause de la corruption du régime et des sanctions des États-Unis, à tel point que Caracas importe du pétrole, notamment russe et iranien, malgré ses immenses réserves. Une remise à neuf de cette industrie impliquerait des coûts gigantesques, sans garantie de pouvoir maintenir l'activité pétrolière, en raison de l'histoire des nationalisations dans le pays. Dans un article du Monde, Francisco Monaldi, directeur du programme énergétique latino-américain à l'Institut Baker de l'Université Rice du Texas, explique: les grandes entreprises occidentales n'accepteront pas de revenir avant qu'il y ait une vraie stabilité politique et un régime fiscal et institutionnel attractif, prédit M. Monaldi, en pointant du doigt la très mauvaise réputation du pays. C'est vrai que l'instabilité et les taxes, les capitalistes, ils aiment pas trop ça. Après la démocratie, ils s'en foutent un peu. Et même si Trump a dit que les États-Unis dirigeront le Venezuela, la situation sur le terrain n'est pas si claire. Alors l'opposante Maria Corina Machado a été écartée par Trump pour diriger le pays, même si elle a proposé de façon assez pathétique de partager son prix Nobel de la paix avec lui. Did you at any point offer to give him the Nobel Peace Prize? Did that actually happen? I had read that somewhere. I wasn't sure if it was true. It hasn't happened yet, but I certainly would love to be able to personally tell him that we believe the Venezuelan people, because this is a prize of the Venezuelan people, certainly want to give it to him and share it with him. Pour l'instant, la présidence par intérim est assurée par la vice-présidente Delcy Rodriguez, qui est une proche de Maduro. Très vite, elle apportait un discours d'apaisement vis-à-vis des États-Unis. Après avoir été nommée présidente par intérim par la Cour suprême pour au moins 90 jours, comme le prévoit la Constitution, et obtenu l'allégeance de l'armée, elle a tendu la main à son grand ennemi. Notre priorité est de tisser des relations internationales équilibrées et respectueuses entre les États-Unis et le Venezuela, a-t-elle écrit sur son compte Instagram, appelant le gouvernement américain à travailler conjointement à un programme de coopération. Ce n'est pas un hasard si cette même Delcy Rodriguez avait essayé de négocier que Maduro reste au Venezuela contre le pétrole de son pays. J'en parlais dans l'épisode précédent. Cette idée d'un changement de régime est déjà allée assez loin, puisque le New York Times et le Miami Herald ont révélé que des discussions avaient eu lieu en avril entre Washington et Caracas par l'intermédiaire du Qatar, à l'initiative de la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, et de son frère, président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. Ces deux hauts fonctionnaires du régime chaviste ont non seulement proposé que le dirigeant vénézuélien puisse rester dans le pays avec des garanties claires de sécurité, mais ils ont également suggéré la négociation d'un accord qui offrirait aux États-Unis un accès plein et entier au pétrole et à l'industrie minière vénézuélien. Et on a appris par le site Fortune qu'elle avait aussi fait une donation de $500 000 à l'investiture de Trump en 2017 pour essayer d'attirer les investissements des États-Unis. Mais attention, ça ne veut pas dire que le pouvoir vénézuélien se réalignera totalement sur les États-Unis. Le régime, ce n'est pas que Nicolas Maduro et sa femme, et lors de son investiture, Delcy Rodriguez a chaleureusement salué les ambassadeurs russes, chinois et iraniens dans son pays, dans cette séquence repérée par le compte Blue Sky, carte du monde. Le régime vénézuélien repose aussi sur des milices et des sections de l'armée toujours favorables à Maduro, avec à leur tête les ministres de l'Intérieur et de la Défense, Diosdado Cabello et Vladimir Padrino. Brian Naranjo, ancien diplomate états-unien en poste au Venezuela, ne dit pas autre chose au Wall Street Journal. Ce sont les deux types qui contrôlent le Venezuela maintenant, selon Naranjo. Ce sont les types qui commandent les gens avec les armes. Mais au final, peu importe le succès ou non de cette opération sur le long terme, Trump a bien montré ce qu'il voulait, resserrer au maximum le contrôle des États-Unis sur tout le continent américain et au-delà. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Ces menaces contre le Groenland, de plus en plus sérieuses et étayées, ne rencontrent que de tièdes condamnations des Européens qui n'avaient déjà pas été nombreux à critiquer l'enlèvement de Nicolas Maduro. C'est un euphémisme. Et encore, je ne parle pas des menaces du président Orange sur le Mexique et la Colombie. Au-delà du retour en force de l'impérialisme des États-Unis sur leur arrière-cour sud-américaine, le monde de Trump est un monde de violence et d'incertitude, et personne ne semble préparé à cette actualisation de la doctrine Monroe, qui théorisait la domination des États-Unis sur toutes les Amériques, comme le rappelle Catherine Dutu dans sa revue de presse internationale pour France Culture. Cette doctrine est remise au goût du jour sous le nom de doctrine
Donroe, mot-valise qui rassemble le nom des deux présidents, Donald Trump et Monroe. Et pour le magazine Washington Monthly, il s'agit d'un tournant historique. Cette doctrine Donroe affirme le droit des États-Unis de destituer unilatéralement tout régime latino-américain jugé criminel ou peut-être pour une simple opportunité commerciale. Je sais pas si c'est un tournant, l'impérialisme américain n'est pas une réalité nouvelle, mais en tout cas c'est une accélération après une période de reflux. Allez, un espoir peut-être parce que c'est la nouvelle année, l'interventionnisme de Trump est critiqué jusque dans son propre camp. Lui qui s'était présenté à ses électeurs comme le président de la paix et de l'Amérique d'abord. Ce revirement inquiète la base électorale MAGA, constate la revue The Atlantic. Le New York Times s'interroge. Que devient le slogan trumpiste « America First », l'Amérique d'abord, en rupture avec la politique étrangère de l'ère Bush qui avait conduit à des années d'enlisement en Irak ou en Afghanistan. Les critiques sont d'autant plus vives que Trump a lancé son opération sans même consulter les instances parlementaires des États-Unis. Mais entre Trump, Xi Jinping, Netanyahou et Poutine, comme le dit dans un billet d'opinion pour Alternative économique le professeur Jean-François Bayard, nous faisons face à l'avènement d'un gouvernement mondial des pirates et des gangsters. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Bon, j'étais presque pour la conclusion positive, mais c'est raté. Voilà, l'actualité nationale c'est déprimant et l'international aussi.